Alors, c'est parti. Donc on va commencer simple, comme d'habitude. Et puis on va essayer de monter après. Donc j'ai déjà écrit une application à l'ancienne. C'est-à-dire sans savoir que WCF existe et sans savoir qu'il y a cette notion de distribué. Tout est sur le client. Le code serveur, le code client, tout est sur l'exécutable final. Parce que bien sûr, j'imagine que c'est vachement compliqué de développer des applications distribuées. Et je vais vous montrer comment on part de là et comment on transfère ce qui peut être transféré sur un serveur et en faisant en sorte que le client n'appelle que le minimum. Donc voilà à quoi ressemble l'application. Je vais la lancer. F5. Application très très utile qui va nous permettre de savoir quelle est la majuscule d'une chaîne de caractères et quelle est la minuscule d'une chaîne de caractères. Donc comment j'ai fait ça? J'ai un peu développé à l'ancienne. Enfin à l'ancienne. Si je voulais pas faire d'application distribuée, c'est pas à l'ancienne, c'est un développement normal. Donc j'ai une IHM. Et quand je clique sur majuscule, qu'est-ce que je fais en fait? Je me rends compte que je fais appel à une classe qui s'appelle service. Cette classe, elle est de type mes_service, cette variable. Et cette variable mes_service, en fait, c'est tout simplement une classe qui est ici. La voici. Et c'est effectivement dans cette classe-là que je vais trouver mes deux méthodes, majuscule et minuscule, qui prennent une valeur en entrée, qui renvoient en retour la valeur de la chaîne de caractères en majuscule ou en minuscule. Alors évidemment, ça c'est du mono-post, mono-client. Bon. Alors comment on fait pour prendre ça et transformer ça en WCF de telle manière que le calcul de majuscules et minuscules se fasse sur un serveur, tandis que le client ne fait que faire l'appel distant, passer la chaîne de caractères et récupérer en retour le résultat. Eh bien, on va commencer à rajouter un nouveau projet à la solution. Ce projet, ça va être le projet service côté serveur. Donc class library, et on va l'appeler, alors j'ai des noms, je vais essayer de respecter, WCF Services. Parfait. Donc je vais supprimer la classe qui a par défaut, et je vais prendre cette classe-là et la déplacer dans ma DLL. Je vais simplement changer le nom du namespace associé à ce fichier-là, puisqu'avant il était dans client, maintenant je vais le mettre dans WCF Services. Parfait. Maintenant je vais ici faire une référence depuis le post client. Non, pas du tout. Pour l'instant, pas du tout. Alors maintenant, pour pouvoir transformer ça en WCF, il va falloir passer par des interfaces. WCF, c'est pas obligatoire absolument, mais c'est fortement conseillé de passer par des interfaces. Et le fait de passer par des interfaces va vous obliger à être SOA compliant, ou compatible, dans la manière dont vous allez écrire. Donc moi, ce que je vais faire, c'est créer une interface à partir de cette classe-là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer un deuxième projet de type librairie, que je vais appeler WCF interface au pluriel. Ça sera mes interfaces, mes contrats. En fait, une interface en langage .NET, C# équivaut à un contrat globalement en WCF. Alors, je vais donc me créer une interface qui va s'appeler i_mes_services. Et sauf que au lieu d'être une classe, c'est une interface. Voilà. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les signatures de ces méthodes. Je sais que je pourrais le faire en faisant du refactoring dans Visual Studio, mais c'est pas vraiment l'objectif ici. Voilà. Donc là, je viens de créer une interface toute simple qui prend exactement les signatures de mes méthodes. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais référencer, depuis ce projet-là, je vais référencer le projet des interfaces. Clic droit, ajouter référence, project, et je référence donc mon projet des interfaces. Je reviens donc maintenant sur le code client et je dis que cette classe est censée implémenter l'interface i_mes_services. D'accord? Voilà. On va déjà compiler ça pour vérifier qu'on n'a pas d'erreur quelconque. Oui, alors ce qui plante là pour l'instant, c'est le code client, parce que j'ai toujours pas modifié le code client, j'y viens tout à l'heure. Parfait. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est que ici, je vais mettre une petite fonction de log qui va me permettre de pouvoir loguer globalement les appels qui sont faits à ces méthodes. Donc je vais me copier une petite tuste en langage toulousain, qui veut dire anti-sèche. Voilà, donc là c'est une méthode globalement qui prend un nom, qui va être capable de m'afficher là, en fonction de où s'exécute ce service-là, le nom de la méthode qui est appelée, ainsi que les paramètres, la valeur des paramètres qui sont passés à ces méthodes. Donc là c'est bon, ça n'a rien à voir avec WCF, c'est juste pour loguer, pour vous montrer les choses. Donc ici ce que je vais faire, c'est qu'avant de faire le véritable appel, je vais appeler loguer appel avec la valeur qui est ici, et de la même manière pour minuscule ici. Parfait. Bien, alors maintenant, j'ai donc fait ma partie interface. Mais c'est pas parce que c'est une interface que ça va être pour autant un contrat au sens WCF du terme. On s'en rapproche, mais il manque une dernière chose, c'est quoi? C'est positionner des attributs liés à WCF. Alors premièrement,
Comment on fait pour aller référencer toutes les classes WCF? Je vous l'avais montré tout à l'heure dans nos slides. Tout ça se trouve dans une DLL, une assembly. Avant de vous le montrer comme ça, je vais vous le montrer par le file system. Donc quand vous allez dans Windows, Microsoft.net, Framework, alors il y a beaucoup de monde là, mais moi ce qui m'intéresse, voilà. Ici, vous avez le framework 1.0, le framework 1.1, le framework 2.0. Et là, vous avez le framework 3.0. Et le 3.0, quand vous ouvrez le 2.0 par exemple, vous avez toute une série de fichiers qui sont la runtime.net version 2.0. Donc les DLL pour accéder aux données, les DLL pour l'XML, etc. Par contre, quand vous ouvrez la version 3.0 du framework, là, vous n'avez pas de fichiers à l'intérieur. Pourquoi? Parce que le 3.0 repose sur le 2.0. D'accord? Donc toutes les DLL pour l'accès aux données et l'XML, c'est celles du 2.0 qui sont utilisées. Et tout ce que vous allez trouver ici, c'est les DLL, les 4 DLL en plus, enfin les 3 en termes de dev, qui existent avec le framework.net 3.0. Et notamment Communication Foundation. D'accord? Et quand vous ouvrez Communication Foundation, c'est ici, effectivement, que vous allez trouver toutes les DLL liées à WCF. Et celle qui est la plus importante, c'est celle-là. System.servicemodel.dll. Et c'est celle qui était sur mon slide quand je vous ai zoomé la série des classes qu'il y avait. D'accord? Alors, pour pouvoir utiliser cette DLL, on va faire une référence. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais venir ici, clic droit, ajouter référence. Et je vais aller chercher cette DLL ici. Alors, vous pourriez être surpris, la première fois que vous allez vouloir y aller, de ne pas trouver ça, vous, dans Visual Studio 2005. Parce que si vous voulez pouvoir utiliser WCF directement intégré à Visual Studio 2005 pour vous aider dans l'IntelliSense et ce genre de choses, il va falloir que vous installiez ce qu'on appelle les extensions WCF pour Visual Studio 2005. Ça, pour l'instant, c'est encore en bêta. Il n'y aura pas d'autres versions de celle-là que cette version bêta actuelle. Pourquoi? Parce que la prochaine version qu'il y aura, ce sera la nouvelle version de Visual Studio, Orcas, où il y aura tout ça intégré en standard. Donc pour le moment, vous êtes obligé de passer par là. Donc vous allez aller sur le site MSDN, US ou français. Enfin, vous avez vu que j'ai le site US ici, puis le site Marine Edition, hein, qui est la version française. Là, vous allez taper WCF. Pourquoi c'est encore en gris, hein? WCF Extension Visual Studio 2005. Je le fais un peu au pif là. Mais bon, ça devrait ressembler à quelque chose comme ça. Et vous allez pouvoir télécharger l'add-on dont je vous parlais. Là, en tout cas, ça va y répondre. Bon, là, ça a l'air d'être bon. Il y a une fac et puis ça parle de ça, justement. Is an extension of machin. J'espère qu'il y aura un lien. Bon, je vous montrerai tout à l'heure. Hein. Je vais chercher à la pause un lien direct. Hands-on Lab, normalement, ça va être par là quand même. Bon, je chercherai à la pause et je vous montrerai le lien direct. Bref, vous l'installez. En gros, je dois avoir le truc ici sur ma machine. Voilà. Voilà à quoi ça ressemble. Visual Studio 2005, extension for the .NET Framework WCF and WPF. Voilà, c'est cet exécutable que vous lancez sur la machine où il y a Visual Studio. Et ça va vous installer tout un paquet de choses dont on va se servir pendant tout l'après-midi. Alors, je sélectionne Service Model. À partir de là, le namespace qui contient WCF, c'est le suivant. System.service-model. Eh bien, pour rendre ça un contrat, au sens C du terme, eh bien, il va falloir positionner des attributs en tête de l'interface qui va s'appeler Service Contract. Tout le monde voit bien, du fond, là, les polices, là? C'est bon? Service Contract. Et donc là, vous indiquez que cette interface-là va être un contrat au sens WCF du terme. Par contre, ce n'est pas parce que vous voulez que cette interface-là soit un contrat que vous souhaitez forcément que toutes les méthodes se trouvant dedans deviennent accessibles via WCF. Et donc, pour faire ça, il va falloir indiquer spécifiquement quelles sont les méthodes que vous voulez rendre disponibles en mettant un attribut qui s'appelle Operation Contract devant chacune des méthodes souhaitées. Donc moi, évidemment, mon intérêt, c'est de mettre exposer mes deux méthodes en WCF. Donc je mets Operation Contract devant chacune des méthodes. Bien. Eh bien, je viens de faire le premier tiers d'une application distribuée. Je viens de développer la partie C du slide. Maintenant, ce que je viens de faire, c'est une DLL. Or, vous savez que sous Windows, une DLL, si vous double-cliquez dessus, il ne se passe rien. Pourquoi? Parce qu'il faut un host, il faut un exécutable pour pouvoir charger cette DLL-là. Et donc en WCF, il n'y aura pas de miracle non plus. Il va falloir un host pour héberger vos DLL. WCF. Vous allez voir qu'il y a plusieurs manières d'héberger des services WCF. Vous allez pouvoir écrire un service Windows. Vous allez pouvoir utiliser IIS directement pour héberger vos services.
Vous allez pouvoir développer une application Windows pour héberger vos services ou une application console. Moi, dans mon cas, dans un premier temps, je vais utiliser une application console et on verra tout à l'heure que je vais passer par IIS. Et enfin, je m'arrêterai à un service Windows où on va carrément développer un vrai service Windows qui fait un start-stop au sens Windows du terme et qui sera toujours là pour répondre à mes services. Alors, pour ça, on va commencer par développer un projet de type console. Donc, j'ajoute un nouveau projet, console, que je vais baptiser host. Alors, ce projet console, il a besoin de quoi pour pouvoir... ici. Ce projet console, host, il a besoin de quoi? Eh bien, il a besoin déjà de connaître ces deux librairies, forcément, puisqu'il va héberger ces deux librairies, donc il a intérêt à les connaître, et c'est pour ça que donc je vais aller faire une référence depuis le host. Je vais faire une référence à ces deux projets, WCF Interface et WCF Services. Bien. Deuxièmement, ce host, il fait du WCF, donc lui aussi, il va falloir lui référencer la DLL WCF, Windows Communication Foundation. Clic droit, ajouter référence. Et on revient à système.service-model ici. Parfait. Et bien à partir de là, on a quasiment tout ce qu'il faut pour pouvoir héberger nos services. Pour pouvoir héberger nos services, on passe par une classe. Ça se passe toujours aussi dans using système.service-model. Et donc pour pouvoir héberger nos services, on va utiliser une classe qui s'appelle service host. C'est la classe d'hébergement des services WCF. Vous allez définir une variable pour ça. Et regardez ce que prend comme paramètre le constructeur. Eh bien, il va vous demander quel est le type, donc au sens .NET du terme, quelle est la classe qui contient le code à héberger. La classe qui contient le code à héberger, on est d'accord que c'est la classe qui est ici. C'est elle qui fait l'essentiel du travail. C'est elle qui fait le calcul, la majuscule, etc. Donc c'est la classe qui s'appelle mes-services et qui se trouve dans le namespace WCF Services. Donc je viens dans host et j'écris type of WCF Services. Mes services. Parfait. Maintenant, ce host, il a une méthode qui s'appelle addServiceEndpoint. Et endpoint, normalement, c'est un mot maintenant que vous maîtrisez à fond, puisqu'on l'a vu dans les slides, c'est le fameux triplet, vous vous rappelez, A, B et C. Et c'est marrant parce que justement, une des versions overloadées de cette méthode-là prend le C de contrat, prend le B de binding, et prend le A d'adresse. Ça tombe bien, c'est à peu près ce qu'on avait dit comme constat. Donc alors, le C, c'est quoi? Quel est le contrat? Le contrat, c'est l'interface qui est ici. C'est ça qui est le contrat de WCF. Donc c'est l'interface qui s'appelle IMEService qui se trouve dans le namespace WCF Interface. Donc ici, je vais écrire WCF Interface.IMEService. Voilà, le C est fait. Le B maintenant. Eh bien, on va dire que dans un premier temps, je vais exposer mes services sous forme de TCP. Et je vais utiliser un binding qui est défini en WCF qui s'appelle NetTCP Binding pour .NET TCP Binding. Et donc, c'est le binding TCP/IP. On y reviendra un petit peu plus tard. Hein. Et enfin, le A, c'est quoi? C'est l'adresse. Sous quelle adresse mon service va être exposé? Quel est l'URI qu'il va falloir donner aux développeurs qui veulent m'appeler pour qu'ils puissent m'appeler? Alors moi, dans mon cas, mon URI sera HTTP localhost 26.05 pour le port, par exemple. Mais alors, je vais essayer de prendre les mêmes noms que ce que j'ai préparé à l'avance. Voilà, mes services WCF. Hop. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais passer à la ligne, histoire que vous ayez tout sous les yeux. Voilà, donc ça, c'est mon fameux ABC. Et bien maintenant, tout ce qu'il y a à faire, c'est de faire un open. Et vous voilà prêt à répondre. N'importe qui viendrait vous appeler par majuscule, eh ben là, vous êtes capable de lui répondre. Ça n'a pas été très compliqué quand même hein, en termes de mise en œuvre. Alors évidemment, quand vous êtes propre sur vous, à un moment donné ou à un autre, il va falloir refermer votre host. Donc libérer tous les canaux de communication et les ports. Mais vous savez bien que si je fais ça, je vais avoir un léger problème puisque le host va s'ouvrir et il va se refermer tout de suite, puisque c'est une application console. Donc entre les deux, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un console.readline. Comme ça sera la personne qui a lancé la console, elle appuiera sur Entrée, ça fermera mon host. Et puis tant qu'à faire, je vais écrire une petite phrase du style « Les services sont à l'écoute ». Voilà, c'est fait. Je compile. Je devrais avoir qu'une seule erreur, c'est celle du client pour le moment, que je n'ai toujours pas corrigée. Ah oui, stack trace. Ça, c'était ma méthode de log. Il faut que je fasse les bons using. Hop. Voilà, donc il n'y a qu'une seule erreur, c'est celle du client, parce que le client, il ne sait toujours pas comment appeler mon service WCF. Donc là, moralité, je viens de faire le second tiers du travail.
Donc c'est l'hébergement côté serveur. Bah, il ne me reste plus qu'une chose à faire maintenant, c'est l'appel côté client. Comment on fait côté client pour pouvoir invoquer à distance ce service-là? Eh bien côté client, de quoi je vais avoir besoin au niveau référencement? Eh bien l'intérêt du développement que j'ai fait, tel que je l'ai fait, c'est que côté client, la seule chose que j'ai à référencer, c'est les interfaces. Vous n'avez pas besoin de déployer du coup côté client la DLL qui contient votre code véritable, celui qui fait véritablement le travail. Tout ce que vous avez à lui donner, à la personne en question, c'est le contrat. C'est ça l'intérêt d'avoir séparé l'interface de l'implémentation. Comme ça, vous ne donnez jamais votre DLL qui contient votre code. Vous ne donnez qu'une interface qui ne contient rien d'autre qu'une définition de vos services. Donc vous allez référencer WCF interface. Deuxièmement, votre client ici, il va faire du WCF lui aussi. Lui aussi, il va invoquer la plomberie WCF, donc lui aussi, il doit référencer la DLL system.service-model, qui est ici. Voilà. Alors maintenant, pour pouvoir faire le même appel, hein, qui était là, mais sauf qu'on veut le faire en WCF maintenant, eh bien ici, on a une classe je vais déjà faire le using qui va bien là-haut. Donc using system.service-model. Alors ici, on a une classe qui s'appelle Channel Factory. Channel Factory, c'est quoi? C'est l'usine à canaux de communication, si vous voulez. C'est l'usine qui va vous permettre de créer des canaux de communication vers le service distant pour pouvoir l'appeler, pour pouvoir passer des paramètres, appeler les méthodes majuscules et minuscules. Il y a deux versions, comme vous le constatez, de Channel Factory. Il y a la version non générique et la version générique, celle qui se termine par inférieur-supérieur, qui va me permettre de pouvoir lui donner quoi? Ben regardez, la version générique me demande carrément le contrat que vous apprêtez à appeler. Et le contrat que je m'apprête à appeler, il s'appelle comment? Il s'appelle WCF interface.iMesService. C'est bien ça le contrat que je vais appeler directement. Et bien voilà, ça y est, vous venez de créer votre canal de communication. Donc là, on va simplement se définir une variable pour le moment. Channel Factory égale nul. Donc là, ici, je vais faire Channel Factory égale new, mon canal de communication. Et mais maintenant, ce canal de communication, il a le bon goût de me demander le B de binding et le A de adresse. Pourquoi il ne me demande pas le C de contrat? Parce que le C est déjà fourni. Il est ici, le C. Donc du coup, tout ce qu'il lui reste à faire maintenant, c'est le binding. Le binding, je crois que je l'ai déjà écrit quelque part. Je l'ai effectivement écrit ici. Donc je vais copier ce code, CTRL-C, venir là et le coller. Voilà. Et je viens de définir maintenant que je voulais passer par du TCP binding en HTTP comme suit. Sauf qu'il n'y a pas de virgule ici. Voilà. À partir de là, c'est fait. Donc là maintenant, j'ai la possibilité de pouvoir invoquer directement mes services. Mais par contre, comment je vais faire? Parce que si je fais Channel Factory majuscule, je ne vais pas trouver là. Il n'y a pas de Channel Factory majuscule. Par contre, il y a ce qu'on appelle la méthode createChannel. Et elle, regardez ce qu'elle renvoie. Elle renvoie votre contrat. Et donc du coup, dès que vous avez appelé createChannel, vous avez accès à toutes vos méthodes distantes, majuscules et minuscules. D'accord? Donc moi, ce que je vais faire, c'est que ce createChannel, justement, je vais le mettre ici, en remplacement de l'ancienne instanciation locale. Avant, j'instanciais en local une classe, maintenant, j'instancie à distance cette classe-là. Parfait. Et bien à partir de là, tous les appels majuscules, si je compile là normalement, sauf que là, oui, cette variable, c'est pas ça, c'est WCF interface.iMesService. Elle n'existe plus cette classe. Hein. Voilà, si je compile, c'est passé à la compile. Ok? Alors maintenant, le problème, c'est que bon, c'est pas très propre comme code. Pourquoi? Premièrement, à partir du moment où j'ai ouvert un canal de communication, comme vous le savez, ce serait bien de le refermer. D'accord? Donc à ce moment-là, ce qu'on va faire, quel est le meilleur moment pour refermer? En quittant l'application, par exemple. Donc je vais aller sur l'événement form closing de mon formulaire et je vais vérifier que mon channel de communication n'est pas nul. Je vais vérifier que mon channel de communication, en ce moment, son état, c'est ouvert. Donc vous pouvez constater qu'on peut vérifier à n'importe quel moment quel est l'état de mon canal de communication. Est-ce que je suis en faute? Est-ce que je suis en train d'être ouvert? Est-ce que je suis déjà ouvert? Est-ce que je suis fermé? Est-ce que je suis en train d'être fermé? Donc moi, c'est opened. Dans ces cas-là, effectivement, je ferme mon canal de communication. D'accord? Ça, c'est le premier point. Maintenant, le second point, c'est que ici, il peut y avoir une erreur. Quand je vais appeler mon majuscule, il peut y avoir une erreur pour plein de raisons. D'abord, majuscule peut planter. C'est peu probable. Hein. Je vais rendre une chaîne en caractère en majuscule, ça devrait marcher tout le temps. Par contre, avant d'arriver à ça, il peut y arriver plein de choses. Le serveur est plus là. Il y a un problème réseau. Un firewall vient d'être mis en place alors qu'il n'était pas avant. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent se passer qui ne pouvaient pas se passer avant.
Et c'est pour ça que typiquement, ça serait bien de faire un truc du style gestion d'erreur. Donc là, on va commencer à gérer l'erreur. Et qu'est-ce qu'on fait dans le cas de la gestion d'erreur? En fait, moi, l'objectif, c'est pas tant de gérer l'erreur, c'est de vous montrer comment il faut s'y prendre pour pouvoir correctement finir les communications qui auraient un problème. Donc typiquement, quand vous avez un problème avec votre communication, c'est avec le Channel Factory par contre, vous avez une méthode abort qui permet de dire, donc vous avez reçu une exception lors de votre appel à majuscule. Alors évidemment, là je pars du principe que typiquement, mon catch, il n'y a que majuscule qui a pu provoquer l'erreur. Hein. Si l'erreur est provoquée par autre chose que votre appel WCF, évidemment, hein, vous n'allez pas faire un abort sur le canal de communication. Donc ça, c'est la bonne pratique. De faire un abort du canal de communication pour dire tout de suite à tout autre code de votre code client qui essaierait d'appeler le canal de communication, non, 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 n'essayez pas de l'appeler, il y a eu un problème de communication. Alors typiquement, il y a d'ailleurs une exception spécifique qui s'appelle Communication Exception, que vous pouvez intercepter pour vérifier justement quel est le type d'erreur de communication que vous avez eu avec votre service distant. Donc voilà, je vais simplement rajouter ça aussi à minuscule. Voilà. Donc c'est pareil. Alors maintenant, dernière chose. Donc ici, j'instancie, je fais tout mon travail, super, mais je vais avoir un petit problème. C'est qu'il y a intérêt que le host soit disponible. Parce que vous remarquerez que je fais toute cette opération de communication avec mon service distant dans le constructeur de la classe formulaire. D'accord? Et mon hôte, il a intérêt d'être déjà lancé et être prêt à écouter. Alors moi, comme je suis en démonstration et que mon hôte, c'est une console, si je laisse ce code comme ça ne marchera jamais. Pourquoi? Parce que quand je vais faire F5 dans Visual Studio, le hôte ne sera pas encore lancé, puisque je vais lancer les deux en même temps. Et donc le Windows va arriver probablement avant le hôte, et donc il ne trouvera jamais le canal de communication. Et c'est pour ça qu'en mode démo, moi, ce que je fais, c'est que je me rajoute une message box ici. Et je pose une question. Prêt, et quand la personne clique sur OK, à ce moment-là, je tente l'ouverture de communication. Alors maintenant, pour démarrer, donc voilà, je viens de faire 100% du code WCF. D'accord? Je compile, ça passe à la compile. Maintenant, pour exécuter, je vais changer les paramètres de démarrage de mes projets dans ma solution. Et je vais dire que ça doit démarrer sur client et également sur host. Les deux doivent démarrer en même temps. F5. Maintenant, vous comprenez pourquoi j'ai fait le prêt là. D'ailleurs, le open ne marche même pas. Ah oui, pardon. Effectivement. Je vais tout de suite l'erreur. Il me dit, t'es gentil, mais tu m'as demandé de faire du net TCP. Et puis, l'adresse que tu proposes, c'est en HTTP. Donc, il va falloir savoir ce que tu veux faire. Vous l'avez tous vu, mais vous aviez préféré me laisser m'enfoncer dedans tout seul comme un grand. Voilà. Et donc, le scheme à utiliser, c'est net.tcp dès qu'on fait du net TCP binding. Alors, on reprend. F5. Voilà, donc là, le firewall de Windows intervient, il dit hop, 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 il y a quelque chose qui est en train d'essayer d'ouvrir un port qui est le 26.05, est-ce que tu l'autorises? Qui essaye? C'est celui-là, hein, c'est le host. Je dis oui, vas-y, débloque. Et maintenant, vous comprenez pourquoi j'ai ma message box. Maintenant que je sais que les services sont à l'écoute là-haut, c'est bon, je peux me permettre de tenter l'appel. Donc s'il n'y a pas eu de plantage, c'est que le channel a été créé, puisque c'est dans le constructeur que je fais mon create channel. Donc là, normalement, j'ai ce qu'il faut pour pouvoir appeler majuscule, minuscule. Et donc là, vous voyez que le résultat revient, mais surtout que c'est bien le hôte qui répond. Et qui log ça? C'est ma fameuse méthode loguer appel, d'accord, qui me permet de savoir quelle est la méthode qui est appelée, quelles sont les valeurs que j'ai passées en paramètres. D'accord, donc voilà, ça y est, là je suis en position de dire que j'ai fait ma première application distribuée. Ça m'a pas pris beaucoup d'efforts. J'ai extrait une interface d'une classe, j'ai rajouté des attributs service contract, operation contract à cette interface, ici. Ça, c'était le premier tiers. Le second tiers, c'est que j'ai créé un host. Ce host, j'ai invoqué une classe qui s'appelle service host, qui m'a permis, grâce à une méthode open, d'être prêt à écouter close pour refermer mon canal de communication. Et c'est cette classe-là qui sait quelle est la classe qui doit exposer via WCF. Ça, c'est donc le second tiers. Et le troisième tiers, ma foi, il n'était pas compliqué, puisqu'il a consisté à invoquer un channel factory. Je lui ai passé le type de contrat que je souhaitais appeler à distance, et automatiquement, il a fait le reste pour moi. Donc on ne peut pas dire que c'était très très compliqué de le faire. Par contre, ce que je viens de faire va à l'encontre de ce que je vous ai dit dans les slides. Pourquoi? Good point, tout est dans le code. Enfin tout, il y a quand même un minimum dans le code, mais là, en l'occurrence, ce qui est dans le code et qui est un peu gênant, c'est l'adresse du service et le binding. Et c'est à l'opposé de ce que j'avais dit dans les slides. Ça, c'est pour vous montrer que c'est possible de le faire par programmation. Mais la plupart du temps en production, on ne passera jamais par là, mais par des fichiers de configuration XML. .NET est construit autour de fichiers de configuration XML qui s'appelle app.config quand on fait du Windows, web.config quand on fait du web. Eh bien, c'est dans ces fichiers-là qu'on va écrire des choses qui vont
nous permettre d'externaliser ça dans les fichiers et de ne plus avoir de référence dans notre code à TCP et à adresse. Alors allons-y. Hop. Alors, pour faire ça, premièrement, côté host, on va faire clic droit, ajouter, nouvel élément, et là on va dire application configuration file, donc le fameux app.config. Et c'est là que si vous avez installé les extensions WCF que j'ai cherché désespérément sur le site sans les trouver, tel David Vincent, que vous allez avoir dans l'IntelliSense system.service-model. Et ça, vous ne l'auriez pas si vous n'installez pas les extensions. D'accord? Donc vous ne vous étonnez pas, le jour où vous commencez à taper ça et que vous ne l'avez pas dans Visual Studio, c'est que vous n'avez pas les extensions WCF pour Visual Studio 2005. Tout ça, encore une fois, dans la prochaine version de Visual Studio Orca, ça sera en standard. Donc, voici le nœud dans lequel on va pouvoir définir justement toute une série de choses liées à WCF. Parmi les choses en question, on a une notion de service. C'est tous les services que vous voulez exposer en utilisant ce host. Ensuite, vous allez prendre un service en particulier. Vous allez lui donner un nom à ce service. Mais ce n'est pas le nom que vous allez choisir vous. Hein. Ça, c'est le nom de la classe qui implémente votre code. Et donc, où est-ce qu'on a déjà écrit ça? On l'a déjà écrit dans Programme. Rappelez-vous, c'est ce que je vous avais dit ici. Je vous avais dit que la classe service host, elle prend dans le constructeur la classe qui a implémenté votre code. Vous prenez ce nom-là, CTRL-C, CTRL-V. Voilà. Vous venez maintenant de dire, bah, votre host, il est censé exposer ce service-là. Mais par contre, on ne sait toujours pas comment. On sait quoi, mais pas comment encore. Et c'est pour ça qu'ici, vous allez trouver vos fameux endpoints. Et dans le nœud endpoint, c'est sans aucune surprise que vous allez trouver contract pour C, binding pour B, et adresse pour A. Il n'y a plus qu'à remplacer. Donc on va venir maintenant dans Programme, prendre le C, qui était ici, CTRL-X, CTRL-V, prendre le B de binding, CTRL-X, CTRL-V a une petite différence, c'est que ça commence par une minuscule. Et enfin, vous prenez votre adresse, CTRL-X et CTRL-V. Et là maintenant, vous savez bien que si j'ai fait CTRL-X, c'est qu'a priori, je pense que je vais me débarrasser de ça. En effet. Voilà, maintenant votre code host, il se résume à ça. Vous dites quelle est la classe que vous voulez exposer, vous faites open et close. Plus facile que ça n'existe pas. Maintenant, tout est ici, dans le fichier de configuration. Si je fais F5, c'est bon. Visiblement, le host, il a été capable de prendre la config dans le document XML et d'exposer exactement le service sur les mêmes conditions, sauf qu'il n'y a plus de référence dans le code. Ben, il ne reste plus qu'une seule chose à faire maintenant, c'est dans le code client. Faire pareil dans le code client. Donc je vous rappelle que dans le code client, la référence à ce code se trouvait, enfin ce binding se trouvait ici. Quand on instanciait dans le constructeur de la classe et qu'on mettait le channel factory, qu'on mettait le binding et l'adresse. Et bien de la même manière, on va rajouter un nouvel élément de type application configuration file. De la même manière, on a un namespace qui s'appelle service model, mais là, votre client, sa mission, c'est pas d'exposer des services, c'est d'en consommer. Et donc là, c'est pas service au pluriel qu'il va falloir mettre ici. C'est pas ça qu'il va falloir mettre, c'est client. Et dans client, vous allez trouver quoi? Vos fameux endpoints. Et donc, le endpoint, ben, c'est marrant parce qu'il a aussi cette notion de contrat, binding et adresse. Vous n'avez pas déjà écrit ça quelque part? Vous l'avez écrit dans le host. Vous l'avez écrit ici. Dans le fichier de configuration du host. Vous prenez le endpoint, CTRL-C. Vous venez dans le fichier de configuration du client, CTRL-V. Vous sauvegardez. Vous revenez dans votre code client et vous virez ça. Maintenant, le problème, c'est qu'il pourrait y avoir plusieurs configurations de endpoint pour le même contrat côté client. Et comment votre code ici peut savoir quel serait le bon endpoint à utiliser? Ben, en fait, il ne peut pas le deviner. Et pour pouvoir lui dire quel est le bon endpoint à utiliser en imaginant qu'il y en ait plusieurs, vous allez passer par un nom. Chaque endpoint, vous avez la possibilité de nommer cette configuration. On va l'appeler ma configuration, dans mon cas. Alors, quand vous voyez des menus bouger pour tout remettre d'équerre, ce que je fais, c'est que je fais CTRL-A, ALT-E pour ouvrir le E, V, et puis je fais entrer pour format de document. Et ça me permet de reformater mon XML proprement avec un attribut par ligne, pour que ce soit plus lisible. D'accord?
Donc du coup, je viens de donner un nom à cette configuration. Eh bien, CTRL-C, vous venez là, et regardez ce que prend le constructeur. Endpoint Configuration Name. Ça tombe bien. Vous donnez ce nom de configuration, et maintenant WCF saura quoi faire. Il va aller dans le fichier de configuration XML à la recherche de quelque chose, d'un endpoint dont le contrat est i-mes-services, et dont le nom est ma configuration. Donc il arrive là, il cherche, il trouve contrat i-service, ah ça c'est bon, mais est-ce que c'est le bon nom? Oui, ah bah c'est bon, alors c'est ça que je dois prendre. Et comme ça il saura quel est le binding à appeler, à utiliser, quelle est l'adresse. Et bien maintenant qu'il n'y a plus aucune référence à quelconque binding et une adresse, je fais F5 pour vérifier que je n'ai pas perdu en fonctionnalité. Voilà, c'est bon. Ok? Alors du coup, maintenant que j'ai externalisé totalement cette notion de configuration XML par rapport au code, je vais essayer de vous démontrer effectivement que c'est maintenant l'administrateur qui a les mains, enfin qui a la main sur l'affaire. C'est-à-dire que le développeur, on ne fait plus appel à lui maintenant. Lui, il a écrit son service, et tout d'un coup, l'administrateur dit tiens, c'est marrant parce qu'on vient de racheter une filiale là, qui est à l'autre bout de la France, et on est en extranet entre nous, enfin ou même sur Internet, il y a des firewalls entre nous. Et donc bien sûr, je ne vais pas donner la possibilité à ma filiale de l'autre côté de venir en TCP/IP parce qu'on n'a pas de VPN ouvert, on n'a rien de ce type-là. Par contre, je vais quand même exposer mon service sous forme de web service par exemple, web service XML. Là, c'est un choix. Aujourd'hui, hein, avant WCF, si quelqu'un avait cette demande-là, on appelle le développeur, forcément. Parce qu'il devrait écrire du code et mettre un attribut web méthode devant son code. Alors que là, l'administrateur, il va dire, bon, ben, pour faire la même chose, ce que je viens de dire là, ça va faire copier-coller pour lui. Hein. Il vient dans le fichier de configuration XML, il fait CTRL-C, CTRL-V, il change NetTCP par Basic HTTP Binding, qui est le protocole par défaut, le binding par défaut qu'on vous propose pour faire du SOAP, le basique, hein, c'est pour ça qu'on l'appelle Basic HTTP, pas WS Star, il y a un autre binding pour ça. Et du coup, bah oui, là effectivement, va falloir donner une URL qui va bien, donc HTTP, puis je vais mettre 1993 ici. Voilà comment l'administrateur vient tout d'un coup d'exposer le même service sous deux bindings différents, avec deux protocoles différents. Et maintenant, le client, lui, bah pareil, hein, ça sera le choix du client maintenant de savoir s'il passe en TCP ou en binding. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un copier-coller, on va faire un basic HTTP binding, on va l'appeler ça donc HTTP comme prévu. Le port c'est 1993, et là ce que je vais faire, c'est que je vais faire ma configuration 2, comme ça je renomme ma configuration 2, comme ça maintenant, que va faire le code client? Il va passer par là, puisqu'il trouve le bon contrat avec le bon nom de configuration. Et voilà comment tout d'un coup, le même code maintenant, tous les appels se font en HTTP. Et je n'ai pas touché à mon code. Le développeur n'est même pas au courant que ça marche comme ça. Alors maintenant, vous pouvez vous dire, bon, la confiance n'excluant pas une certaine forme de contrôle, est-ce que c'est vrai qu'on fait de l'HTTP? Eh bien, je vais essayer de vous le montrer. Déjà, première question, c'est, vu que maintenant, l'administrateur peut décider ce qu'il veut, comment je peux savoir, moi, dans ce code-là, que mon service en ce moment, il est exposé à la fois en HTTP et à la fois en TCP/IP? Est-ce que j'ai un moyen par programmation de savoir ça? La réponse est oui. Une fois que vous avez ouvert votre host, vous ne savez pas encore quels sont les protocoles qui ont été décidés par l'administrateur, mais vous pouvez les découvrir en runtime. Une fois que c'est ouvert, hein, une fois que le open a été fait. Hein. Vous avez une collection qui s'appelle des channel dispatchers. Donc vous allez faire un simple for each. Channel dispatcher, qui se trouve dans le namespace. Hop là. Qui se trouve dans le namespace system.servicemodel.dispatcher. Donc, vous allez appeler ça dispatcher in, votre collection. Et maintenant, quand vous prenez un dispatcher en particulier, vous allez obtenir un truc qui s'appelle binding name et qui va vous donner le nom du binding qui est en ce moment utilisé. D'accord? Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais l'écrire dans la console. Console.writeline binding égale. Voilà. Mais maintenant, pour un binding donné, par exemple TCP/IP, vous pourriez très bien exposer votre service en utilisant plusieurs ports, plusieurs adresses, tout ça en TCP/IP. Et donc c'est pour ça que maintenant que vous avez votre binding, votre dispatcher, pardon, et bien ici vous allez trouver un truc qui s'appelle endpoints. Et vos endpoints, c'est quoi? C'est la liste de toutes les adresses sous lesquelles sont capables d'écouter, enfin, sous laquelle le host propose votre service en utilisant le binding courant. Donc là, je vais faire un for each. Endpoint dispatcher. Endpoint in
ma collection de endpoints. Et enfin, une fois que j'ai mon endpoint, bah, j'ai la possibilité via endpoint address de récupérer par exemple l'URL. L'URL en ce moment qui est écoutée. Donc là, ça serait par exemple mon TCP/IP net.tcp://localhost 2.2605 qui est le port ouvert par défaut. Et qu'est-ce que je vais faire de ça? Bah, je vais écrire dans la console. Je vais mettre une tabulation et je ne vais pas dire endpoint égale. Voilà. Et donc là, juste après l'ouverture, j'ai la capacité par la programmation de savoir quels sont les endpoints qui sont utilisés. F5. Donc là, vous voyez que j'ai un premier binding qui s'appelle nettcp binding qui est proposé. Et pour ce binding, il y a un endpoint qui est nettcp localhost 2605. Et que j'ai un deuxième binding qui s'appelle basic HTTP binding qui, lui, est proposé sous l'adresse HTTP localhost 93. Et encore une fois, je pourrais avoir plusieurs endpoints pour un même binding. D'accord? Voilà, ça c'est côté serveur. Maintenant, côté client, est-ce que j'ai un moyen, moi, de savoir, quand j'appelle mon service, quel est le protocole qui en ce moment a été configuré par le client cette fois-ci? C'est-à-dire que je passe bien par basic HTTP côté client ce coup-ci. Eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit label. Et on va se mettre d'entrée de jeu l'information dans le label. Alors, quand vous avez créé votre Channel Factory, bah ici, vous allez avoir accès à endpoint. Et donc, parmi l'endpoint, il y a notamment l'adresse, le binding que vous pouvez utiliser. Donc, moi, que vous avez utilisé. Donc, moi, je vais prendre l'adresse et je vais mettre ça dans le label de .txt. Comme ça, je saurai en runtime qu'est-ce que l'administrateur a choisi côté client pour que je fasse l'appel. Allons-y F5. Voilà. Et là, je vous prouve maintenant qu'effectivement, non seulement c'est bien, il y a bien de l'HTTP qui est disponible côté serveur, et qu'en plus, côté client, c'est bien par HTTP que je fais le même appel que tout à l'heure. OK? Je quitte maintenant mon client. Je reviens dans ma config client. Je renomme ça en ma configuration et ça en ma configuration 2. F5. Hop là. La parenthèse n'a pas d'importance. Et voici que maintenant, je passe par du TCP. Et encore une fois, le code, il n'a pas été touché. C'est le même. Voilà. Ça, c'était la notion configuration sympathique pour l'administrateur et pour le développeur. Parce que le développeur n'a plus à se soucier des petits détails comme je veux faire du SOAP, pas du SOAP. Ça, c'est l'administrateur qui le décidera. OK. Alors, avant d'aller plus loin, ces notions de binding là, en fait, vous m'avez utilisé deux bindings pour le moment. NetTCP et Basic HTTP. Mais combien il y en a en fait? En fait, il y en a quelques-uns. Je vous montre rapidement un slide. Les voici. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les bindings par défaut. C'est ceux qui ont été analysés par nos équipes en disant, bon, quels sont les scénarios d'usage les plus communs? Donc il y a des gens qui vont vouloir faire du TCP. Le voici. L'avantage du TCP, c'est que là, on utilise TCP/IP comme protocole et on utilise du binaire pour l'encodage du message. Donc c'est de loin le plus performant possible. Mais ça, par contre, ça impose du coup que de l'autre côté, enfin, que l'émetteur et le récepteur soient WCF. Parce que même si c'est un message SOAP qui est transmis, il est encodé en binaire .NET. Et donc, du coup, pour pouvoir le décoder de l'autre côté, il faut que ce soit .NET aussi. Parce que c'est lui qui va pouvoir décoder le message binaire et après pouvoir le lire. Si votre besoin, c'est de dire « je veux que mon service soit disponible pour n'importe quel type de plateforme », à ce moment-là, ce n'est pas le NetTCP qu'il faut prendre, bien entendu. C'est Basic HTTP si vous voulez faire du SOAP. WS HTTP Binding, c'est quoi? C'est SOAP plus tous les protocoles WS étoile. Donc ceux qui font la transaction, reliabilité, sécurité, etc. Donc toutes les specs WS étoile ont été implémentées dans ce binding. Et rappelez-vous, avant WCF, quand vous vouliez faire du WS star, vous deviez utiliser une brique qu'on avait développée et que vous deviez rajouter en plus qui s'appelle WSE. Et ça, c'est qui le faisait? C'est le développeur. Alors que là, faire tout d'un coup du WS étoile, c'est qui le décide? C'est l'administrateur. Dans un fichier de configuration XML. C'est jamais le développeur qui s'en occupe de ça. C'est ça qui est bolard. Après, le dual, on va le voir, c'est la même chose mais bidirectionnel. Le namepipe, c'est de loin la manière la plus rapide de faire un appel entre un client et un serveur, mais à condition que le client et le serveur soient sur la même machine. Alors, à noter que ça, donc j'en étais à faire l'énumération. Donc namepipe, c'est le plus rapide pour un client et un serveur sur la même machine, sur la même machine. MSMQ, c'est dès qu'on veut faire de la synchrone, et donc être certain que le message soit délivré, même si de l'autre côté le serveur n'est pas forcément là. Et NetPeer TCP Binding, Messenger.
Vous voulez développer un MSN Messenger en WCF, c'est le type de binding que vous allez utiliser. Pourquoi? Parce que là, vous n'avez pas de notion de client-serveur. Enfin si, il y a un client et un serveur, mais c'est jamais le même en fonction de la circonstance. Quand c'est A qui parle à B, A est le client et B attend la réponse du A. Et quand c'est le B qui répond à A, ben, les rôles sont inversés. D'accord? Donc ça, c'est les bindings par défaut qu'on vous propose et qui sont préconfigurés avec les valeurs les plus communes usitées. Mais maintenant, chacun de ces bindings peut être customisable. Et on pourrait dire par exemple que je veux utiliser le NetTCP binding par défaut, avec les options par défaut, sauf que l'encodage, je le fais en SOAP et en XML plutôt qu'en binaire. Et donc là, vous commencez maintenant à customiser vos bindings, mais après, chez l'administrateur qui va décider ça au cas par cas, la taille des messages, quel est le maximum à passer, à pas dépasser ou à passer. On aura des démos tout à l'heure. Et encore une fois, si aucun de ces bindings-là ne vous plaît, vous redéveloppez tout. Parce que WCF est totalement ouvert. Et donc, vous pouvez développer toutes les briques de A à Z. L'encodage, par exemple, qui peut être utile pour les militaires, qui veulent encoder leurs données et les crypter à la volée avec leur propre algorithme d'encryption. À ce moment-là, évidemment, s'ils font ça, il faut s'assurer que les deux parties qui lisent, qui s'envoient ces messages et qui répondent soient capables de décoder le message en question. Mais toutes les briques, à un instant T de WCF, sont interchangeables, soit par nos propres briques qu'on fournit en standard, soit par ceux qui sont implémentés par le client. D'accord? Donc ça, c'était la partie sur le binding. Alors du coup, ça va me donner envie de me faire une petite application qui va ressembler à ça.